Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire fascinante et énigmatique de Barry Minkow, dont le parcours extraordinaire semble tout droit sorti d'un thriller financier complexe et palpitant. De jeune entrepreneur prodige à criminel, puis à pasteur, Minkow s'est révélé être une figure complexe, constamment en quête de rédemption, mais inlassablement rattrapé par ses propres tromperies. Si les histoires de vie pleines de rebondissements et d'ambiguïté vous captivent, vous êtes au bon endroit. Restez donc avec nous pour une exploration intrigante de la vie de cet homme dont le destin singulier ne vous laissera certainement pas indifférent. Et si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et d'activer toutes les notifications pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. On commence. Né le 22 mars 1966 à Inglewood, en Californie, Barry Minkow grandit dans un milieu stimulant, caractérisé par une diversité et une complexité indéniables. Les premières empreintes de son aventure entrepreneuriale s'inscrivent dès l'âge de 9 ans lorsque sa mère lui décroche un emploi de télévendeur dans l'entreprise de nettoyage de tapis où elle travaille. Cette expérience précoce au sein du monde du travail façonne son regard et aiguise son appétit pour les affaires. L'adolescence de Barry est tout aussi dynamique. À l'âge de 16 ans, alors qu'il est encore en seconde au lycée Cleveland High School, l'ambitieux jeune homme fonde Z-Best dans le garage familial. Avec 3 employés et 4 téléphones, l'entreprise voit le jour dans un espace modeste mais plein de potentiel. À cette époque, sans permis de conduire, Barry doit compter sur ses amis pour le transporter vers ses différents emplois de nettoyage de tapis, une dépendance qui n'entrave cependant en rien son enthousiasme et sa détermination. Toutefois, les débuts de Z-Best ne furent pas un long fleuve tranquille. Minkow peinait en effet à couvrir les dépenses élémentaires de son entreprise. De plus, il devait surmonter les contraintes légales liées à son jeune âge. À l'époque, la loi californienne empêchait les mineurs de signer des contrats contraignants, y compris les chèques, ce qui a conduit 2 banques à fermer le compte professionnel de Z-Best. Minkow était également assailli par des plaintes de clients et des demandes de paiement de la part de fournisseurs. Par moments, il lui était même difficile de payer ses employés. Dans ce contexte difficile, et en proie à un manque de capitaux, le jeune entrepreneur a recouru à diverses méthodes douteuses pour financer son entreprise. Il a commis des fraudes par chèque, volé et vendu les bijoux de sa grand-mère, mis en scène des cambriolages dans ses bureaux et effectué des opérations frauduleuses avec des cartes de crédit. Suite à ces turbulences initiales, Minkow décide de diversifier Z-Best en entrant dans le secteur de la restauration après sinistre. Avec l'aide de Tom Padgett, un expert en sinistre, Minkow crée de faux documents indiquant que Z-Best travaille sur divers projets pour la compagnie de Padgett. Ils mettent également sur pied une entreprise fictive, Interstate Appraisal Services, pour confirmer ces informations aux banques de Minkow. En se basant sur ces fausses informations, les banques accordent donc des prêts à Minkow, ce qui permet à Z-Best de se développer dans le sud de la Californie. Depuis, l'entreprise connaît une trajectoire ascendante impressionnante. Avec la fougue et l'audace qui le caractérisent, Minkow dirige alors Z-Best vers une étape cruciale, l'entrée en bourse. Cette manœuvre audacieuse s'avère un succès retentissant, faisant de la société une entreprise publiquement reconnue. Ainsi, la valeur de Z-Best grimpe en flèche, et avec elle, la fortune personnelle de Minkow. L'entreprise, qui avait vu le jour dans un garage, est désormais évaluée à des millions de dollars, faisant du jeune entrepreneur un multimillionnaire sur le papier. En surface, tout semble indiquer que Minkow a non seulement surmonté les défis de ses débuts tumultueux, mais est également en passe de devenir une figure emblématique du succès entrepreneurial américain. Mais ne vous y trompez pas. Sous cette façade alléchante de prospérité, la réalité est tout autre. Bien que l'entreprise affiche une image de réussite, elle est en fait profondément ancrée dans la fraude et la tromperie. Des contrats fictifs, des emplois inventés et des déclarations fausses sur les activités de l'entreprise ont contribué à gonfler artificiellement la valeur de Z-Best. Ces illusions, aussi risquées soient-elles, visent à solidifier l'image d'une entreprise vibrante et florissante, tout en dissimulant adroitement la nature véritable et précaire de ses opérations. Sous la couverture d'une entreprise prospère et lucrative, ces manœuvres frauduleuses ont servi à tromper les investisseurs et à attirer davantage de financement, dissimulant soigneusement la nature véritable et instable de ses activités. Cependant, l'illusion ne se confine pas uniquement aux sphères financières et opérationnelles de l'entreprise. Minkow déploie également une façade séduisante mais fallacieuse dans la sphère publique. En effet, une campagne publicitaire massive à la télévision présente la société comme fiable et digne de confiance. Parallèlement, Minkow, se jouant du rôle du magnat prospère, étale publiquement ses possessions de luxe, des voitures haut de gamme et un manoir somptueux, renforçant ainsi son image de succès flamboyant. Néanmoins,
la structure fragile construite par Minkau ne tardera pas à montrer des signes d'instabilité. Des observateurs extérieurs, notamment les frères Feshbach, célèbres pour leur stratégie d'investissement, commencent à douter de la solidité de Zibest en identifiant diverses incohérences et irrégularités dans les opérations de la société. De plus, le comportement douteux d'acteurs internes, comme Charles Harrington, le directeur financier de Zibest, attire également l'attention et suscite des questions sur l'intégrité de l'entreprise. Dans ce climat de suspicion, les manigances obscures de Minkau sont progressivement mises en lumière. L'édifice de Zibest, autrefois perçu comme inébranlable, commence à chanceler. Des fissures, jusqu'alors imperceptibles, apparaissent dans les fondations, faisant craindre un effondrement imminent de l'entreprise. Dans une ultime tentative de sauvetage, Minkau envisagea donc une fusion avec Keyserve. Ce rapprochement aurait pu apporter un souffle financier vital à Zibest. Toutefois, la presse, mettant en lumière les transactions frauduleuses et les méthodes douteuses de l'entreprise, éroda la confiance des investisseurs et du grand public. La méfiance s'installa, le cours de l'action s'effondra et la fusion tant espérée avec Keyserve s'évapora dans l'air tendu des salles de marché. Le coup de grâce fut porté lorsque Minkau, acculé, choisit de démissionner, abandonnant le navire qu'il avait lui-même construit, mais qui, hélas, était destiné à sombrer. Ce qui entraîna une chute spectaculaire de Zibest. Par la même occasion, les investisseurs subirent des pertes colossales et les employés se retrouvèrent du jour au lendemain sans emploi, victimes collatérales d'une escroquerie méticuleusement orchestrée. Suite à ce naufrage financier et professionnel, le rideau se lève sur un autre acte sombre de la saga de Barry Minkau. En effet, en janvier 1988, lui et 10 autres complices de Zibest furent inculpés par un grand jury fédéral. Ils faisaient alors face à 54 chefs d'accusation, incluant le racket, la fraude en valeurs mobilières, le blanchiment d'argent, le détournement de fonds, la fraude postale, la fraude fiscale et bancaire. Plus encore, l'acte d'accusation reprochait à Minkau d'avoir extorqué des millions de dollars à des banques et à des investisseurs, tout en dépouillant systématiquement sa société de ses actifs. Il était également accusé d'avoir créé des entreprises fictives, rédigé de fausses factures et organisé des visites de sites de restauration inexistants. Les procureurs estimaient même qu'environ 90% des revenus de la société étaient frauduleux. Mais ce n'est pas tout. Car le 16 juin, Minkau fut également inculpé pour fraude par carte de crédit et pour 2 chefs supplémentaires de fraude postale. Devant la gravité des faits qui lui étaient reprochés, le jugement fut implacable. Minkau fut reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Le 27 mars 1989, il écopa ainsi d'une peine de 25 ans de prison, assortie d'une probation de 5 ans, et fut sommé de rembourser 26 millions de dollars. Néanmoins, une fois derrière les barreaux, Minkau affirma avoir vécu une profonde transformation. Il prétendit avoir embrassé le christianisme, se décrivant comme ayant connu une nouvelle naissance spirituelle. Cette transformation se manifesta par son engagement dans les activités religieuses au sein de l'établissement pénitentiaire, où il était désireux de réinventer sa vie et d'acquérir une nouvelle sagesse. Ainsi, après avoir purgé sa peine et armé de cette nouvelle perspective sur la vie, Minkau fut libéré en 1995, prêt à débuter un nouveau chapitre. Devenant pasteur, il se voua au service des autres. Son engagement le mena donc à rejoindre l'église de Rocky Peak, où il prit une part active dans les cérémonies religieuses. Dans ce contexte, il écrivit Clean Sweep, un livre dont les profits furent utilisés pour indemniser ses anciennes victimes. Et il ne s'arrêta pas là. Minkau s'érigea également en dénonciateur, mettant en lumière les fraudes de différentes sociétés. Toutefois, il apparaît que ses actions étaient loin d'être désintéressées. En exploitant stratégiquement les marchés boursiers, il profita financièrement de ces accusations. Dans ce sillage, quelques entreprises se retrouvèrent particulièrement dans le viseur de Minkau. Parmi elles, Herbalife occupait une place de choix. Après avoir critiqué l'entreprise pour des raisons éthiques, Minkau retira subitement toutes ses allégations. Un revirement surprenant survenu après un paiement conséquent de la part de la société visée. Il s'est également illustré dans une affaire polémique impliquant Lennar Corporation. Accusant la firme de construction de fraude massive, Minkau a orchestré une campagne publique pour discréditer l'entreprise. Face à la gravité des accusations portées et à la tournure des événements, Minkau se retrouva sous le feu des projecteurs judiciaires. En mars 2011, dans le contexte d'une enquête fédérale le visant pour des malversations présumées liées à Lennar, il plaida coupable d'initié et démissionna de son poste de pasteur principal à la Community Bible Church. Finalement, en juillet de la même année, Minkau fut condamné à 5 ans de prison et sommé de payer une restitution de 583 500 000 $ à Lennar Corporation pour les dommages engendrés par ses allégations infondées et ses manipulations boursières.
Le tribunal stipula également qu'il devrait purger sa peine dans un centre médical fédéral, tenant compte de ses multiples problèms de santé mentale et de dépendance. Mais les défis de Minkow étaient loin de s'arrêter là. En 2014, une autre ombre vient assombrir davantage son parcours déjà complexe. Cette année-là, il fut de nouveau condamné, cette fois pour avoir détourné plus de 3 millions de dollars appartenant à son église. Cette condamnation reflétait un schéma familier et perpétuel dans sa vie, la tromperie. En fin de compte, depuis ses jours tumultueux au cœur du scandale Z-Best jusqu'à ses affaires ultérieures, la vie de Minkow a été marquée par une constante oscillation entre duplicité et manipulation. Son parcours illustrait le portrait d'un homme en quête incessante de rédemption. Cependant, il semblait incapable de se libérer totalement des chaînes de ses propres tromperies et actes malhonnêtes, naviguant sans cesse entre déclin et tentative de réparation de son image. Ainsi, la trajectoire de Barry Minkow se présente comme un mélange de redressement et de chutes successives. Son histoire, à la fois fascinante et instructive, continue désormais de susciter réflexion et interrogation sur la nature humaine et la complexité du processus de réhabilitation et de changement personnel.